JPod est heureux de vous présenter Comment fonder un couple durable, une conférence de Patrick Petit-Ohaillon, issue de son nouveau livre Le couple à la rencontre de l'autre, aux éditions Lichman. Nous vous souhaitons une très agréable écoute. Merci à vous. Au cours des années 60-70, en France et en Europe, les modèles classiques de la famille et du couple ont évolué, ont été remis en question. Progressivement, c'était le diktat du plaisir individuel qui prenait la place. Tout pouvait être envisagé, tout pouvait être fait à partir du moment où cela correspondait à l'expression d'un désir individuel. Cette libéralisation des mœurs a un peu vieilli. Les jeunes ont pris de l'âge, mais une certaine forme de questionnement est restée. C'est ainsi que nous avons actuellement, par exemple, un philosophe comme Pascal Bruckner, qui intitule son ouvrage « Le paradoxe amoureux ». Et il s'explique. Comment l'amour qui attache peut-il s'accommoder de la liberté qui sépare? Et on veut obtenir les deux à la fois l'amour, à la fois la liberté. Et pour bon nombre de contemporains, il s'agit, à l'époque où l'individualisme est roi, d'obtenir tous les bienfaits de la vie de couple sans renoncer à un élément de cet individualisme et des bienfaits personnels qu'on peut avoir. C'est ainsi qu'un sociologue, François de Singly, en 2000, intitule son ouvrage « Libre ensemble, l'individualisme dans la vie commune ». Et il présente le paradoxe de l'individualisme contemporain qui conduit les adultes à rêver d'une vie qui cumule en même temps, et non successivement, des moments de solitude et des moments de communauté. D'une vie qui autorise à être ensemble tout en permettant à chacun d'être seul. Il y a donc dans la vie familiale aujourd'hui des moments où l'être s'exprime comme étant l'être avec, et à d'autres moments l'être seul. Mais cela dans la même période, non pas comme on était dans les périodes précédentes, seul lorsqu'on était célibataire et avec lorsqu'on était marié. C'est en étant marié qu'on a envie d'être à la fois avec et à la fois seul à des moments bien précis de cette période maritale. La libération des mœurs introduit une sorte de marchandisation de la relation amoureuse. On est en quelque sorte dans un contrat où il s'agit d'être satisfait ou séparé. Le mariage s'essaye, et si possible pas trop longtemps, parce qu'on peut être insatisfait rapidement et puis on se sépare. Et on voit bien que le nombre de divorces augmente, ou plus simplement qu'on ne passe plus par la case mariage, on vit ensemble, sans engagement, et on se sépare très rapidement également. Face à cette situation contemporaine, la communauté juive est face à une difficulté. D'un côté, on a un modèle traditionnel, cadré, avec une ambition, avec un idéal, et de l'autre côté, on a l'influence de la société contemporaine. Alors on garde la tradition pour la cérémonie, pour faire la fête, pour le mariage, mais après, au moment de la vie ensemble, face à la difficulté, face à la confrontation
et face à la réalité de la vie au quotidien avec l'autre, on est dans la même situation que le français contemporain ou l'européen de manière générale. Il suffit de voir le niveau d'encombrement du service des divorces au consistoire et c'est à se demander si certaines années on ne pratique pas plus de divorces que de mariages. Donc on voit bien qu'on est dans une situation où l'adulte aujourd'hui, marié ou pas, est dans une perte de repères parce que la plupart des gens mariés aujourd'hui sont quand même sous l'influence de cette période autour des années 60-68, évidemment avec le paroxysme de mai 68, bien évidemment, mais c'est toute cette problématique-là. Face à ça, on a la question qu'on vous propose d'aborder ce soir. Face à cette situation, comment fonder un couple durable? Parce que d'une certaine façon, lorsqu'on s'engage dans le mariage, c'est pour durer. Mais qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre pour durer, alors que justement, au niveau de la société actuelle, on n'est pas là pour durer, puisqu'on est dans une sorte de mariage à l'essai. Pour essayer de structurer notre réflexion et de ne pas vous mettre simplement une liste de recommandations ou de recettes que nous n'avons pas, ce serait trop simple. Je vous propose de prendre un cadre conceptuel. Ce cadre conceptuel nous est proposé dans un tout autre contexte, par un enseignement dans la deuxième Mishnah du premier chapitre de Pirkei Avot. On nous dit « Al shlosha dvarim ha'olam omed » à la Torah, à la Avoda, ve'al gemilot chasadim. Le monde repose sur trois choses, on va traduire comme ça pour l'instant, sur la Torah, l'enseignement, le texte biblique, sur la Avoda, le service, du culte du temple à l'époque, on verra qu'on peut élargir, et sur la bienfaisance, sur la générosité. Pourquoi prendre ce cadre? Parce que d'une certaine façon, le couple, c'est un olam, c'est un monde en miniature. Si l'ensemble de l'humanité est créé dans le texte biblique à partir d'un couple premier, c'est que dans ce couple-là, il y a toute la puissance du monde et de l'humanité et de l'homme, partenaire potentiel d'Akadosh Baruch Hu. Comment ce monde-là, cette famille, ce couple, peut se fonder sur ces trois piliers et comment reprendre cet enseignement en le déclinant par rapport à la famille, par rapport au fondement sur lequel on va pouvoir s'appuyer. Petite remarque, avant de commencer vraiment le propos. Al shlosha dvarim, on nous parle de dvarim, sur trois choses. Mais dvarim, ce sont aussi des paroles, sur trois paroles. Parce que ces piliers-là demandent à ce qu'on en parle. Parce que le dialogue va être l'un des éléments constitutifs de la relation dans le cadre du couple, comme c'est un élément constitutif de la relation dans toute relation humaine. Donc c'est bien sur ces trois paroles, sur ces trois concepts qui attendent qu'on parle sur eux, qu'on va pouvoir essayer de trouver des pistes sur lesquelles fonder un couple. Nous n'avons pas de recette. Nous allons vous présenter des axes relationnels forts qui devraient nous permettre de faire en sorte que la relation à l'intérieur du couple puisse se construire, se développer et s'installer dans une durée sans pour autant être sclérosé par l'habitude. Comment donc essayer de fonder ce couple pour qu'il dure? Le premier pilier, on l'a dit, c'est celui de la Torah. La Torah, le texte biblique par excellence, c'est l'expression d'un message. Dieu attend de nous quelque chose. Il l'exprime dans un texte, il l'exprime par des mots, par des concepts. C'est à nous de les cueillir, de les entendre, de les faire nôtres en les retravaillant. Comment on peut fonder un couple sur un pilier qui s'appelle Torah? D'abord en commençant à lire le texte.
Parce que la première idée qui est exprimée par le texte biblique se trouve dans Béréchit, chapitre 1, verset 27. Vayivra Elohim et Adam betsalmo, Dieu a créé l'homme, Adam, à son image, betsalem Elohim, à l'image de Dieu, bara oto, il l'a créé, lui, Adam. Zachar unekeva, bara otam, masculin et féminin, il les a créés. Donc il y a bien un Adam originel, qui est l'homme par excellence, qui ne peut pas être conçu indépendamment de l'être masculin avec l'être féminin. Et d'ailleurs, les textes midrashiques, talmudiques, mystiques, nous parlent d'un être double, d'un premier être double, dos à dos. Une entité masculine, comme un être siamois, collé à une entité féminine, mais dos à dos. La création consiste à les séparer pour les mettre en face à face, avec un vecteur médian qui est le sentiment amoureux. Parce que sans ce sentiment amoureux, l'homme ne rencontrerait jamais la femme, et la femme ne rencontrerait jamais l'homme. Parce qu'ils sont tellement différents dans leur psychologie, dans leurs valeurs, dans leur manière de penser, de voir le monde, qui ne se rencontreraient jamais. Alors on a créé un être séparé en deux parties qui ne cherche qu'une seule chose, à retrouver la partie qui lui manque. Parce que les kabbalistes vont beaucoup plus loin. Ils nous disent qu'en chacun de nous, il y a une part de neshama, d'âme, masculine et féminine. Si on est un homme, on a une part masculine majoritaire et une part féminine minoritaire. Mais majoritaire avec un manque, parce que la femme, elle a la part masculine qui nous manque. Elle est minoritaire chez elle, mais elle nous manque, de la même façon que pour elle, la part féminine est majoritaire, mais il lui manque la part féminine que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes, parce que nous sommes potentiellement porteurs des deux genres. Parce que nous avons à l'intérieur aussi de notre psychologie une petite partie qu'on essaye parfois d'étouffer, de cacher, de mettre de côté, de surtout pas exprimer, qui appartient au sexe opposé, ou à l'autre sexe sans que ce soit forcément opposé. Et donc, du fait qu'il y avait une unité première, puis une séparation, on cherche à rencontrer l'autre pour récupérer ce qui nous manque, donner à l'autre ce qui lui manque, mais tout en sachant que même lorsqu'on a récupéré ce qui nous manque, on n'est jamais que la moitié d'un tout. Parce que Adam, l'homme par excellence, c'est Zachar ou Nekeva, c'est masculin et féminin ensemble. La seule unité qui existe dans le monde, c'est celle d'Akadosh Baruch Hu, celle de Dieu, qui elle est indivisible. C'est ensemble, en créant un être le plus complet possible, qu'on arrive à être un être susceptible d'être partenaire d'Akadosh Baruch Hu, parce que c'est le Adam entier, réuni masculin et féminin, qui peut être partenaire d'Akadosh Baruch Hu, sinon on n'est qu'une partie de cet être. Alors on peut exprimer des tas de choses, on a une vie avant le mariage, on peut avoir une vie après un divorce, après un décès, mais en même temps, si à un moment de notre construction de l'être, on n'a pas ce partage du complément, alors on reste qu'un demi-humain par excellence. On a une personnalité, on a une originalité, on a une culture spécifique, mais on n'est qu'un demi-humain par excellence. Et donc du coup, on a besoin de cet ézer, cette aide, Kenegdo, qui n'est pas tellement à côté de nous, mais qui est contre nous, comme contre nous, Kenegdo, comme s'il était contre, parce qu'il est dans un face-à-face. Pourquoi ? Parce que ça, c'est le deuxième élément. C'est grâce à la confrontation qu'on va pouvoir se construire. Parce que si on est face à un clone, si on est face à nous-mêmes, on ne progresse pas. Il n'y a rien pour nous permettre de nous dépasser, de sortir de notre suffisance,
de sortir de notre inertie, de sortir de notre ego qui nous enferme. On a besoin de ça pour se préparer, pour être dans le cocon préparatoire de l'humain. Mais à un moment donné, il faut qu'il y ait une rencontre pour sortir du cocon, pour être en mesure d'aller au-delà de sa propre personnalité, de se confronter avec quelqu'un qui nous permet d'exprimer la totalité du potentiel que nous avons en nous. Parce que sinon, on est enfermé dans une suffisance qui ne nous permet pas de progresser. C'est valable pour l'homme, c'est valable pour la femme, c'est valable grâce à cette rencontre. Donc on est bien dans un être nécessairement double, qui a besoin d'une confrontation pour pouvoir aller au bout de son potentiel. Mais cette confrontation n'est possible que s'il y a une vraie rencontre. Pas si on est simplement juxtaposés l'un à côté de l'autre. Il ne suffit pas d'habiter sous le même toit, ou d'avoir des goûts communs, ou des activités communes. Il faut une rencontre. Or, qui dit rencontre, dit qu'il y a une première étape qui s'appelle le détachement de soi. François de Singly, que je citais tout à l'heure, nous le présente comme ceci. C'est une distance vis-à-vis de soi, une forme de regard critique sur soi, amenant à changer sa ligne de conduite pour respecter son partenaire et maintenir la relation avec lui. On a besoin de se détacher avec nous pour accepter qu'un être différent soit face à nous. Si on est tellement attaché avec nous, avec nous-mêmes, avec notre suffisance, alors personne n'existe. On ne voit personne. On ne s'intéresse qu'à un être qui nous ressemble. Mais du coup, on ne progresse jamais. Or, la rencontre nécessite une confrontation. Un philosophe italien, également psychanalyste, qui s'appelle Umberto Galimberti, définit la rencontre de la manière suivante. Car l'autre, s'il ne passe pas à côté de moi, comme nous passons le long des murs, m'altère. Et sans cette altération qui me brise, m'entame, m'expose, comment pourrais-je être traversé par l'autre, qui, après tout, est le seul qui peut me permettre d'être, au-delà de moi-même, autre que moi. Nous progressons par l'altération grâce à la rencontre de l'autre. Mais ça ne nous permet pas de nous diminuer, ce n'est pas une altération négative, c'est une altération qui permet au poussin de sortir de sa coquille. Tant qu'il est dans sa coquille, tant qu'il n'y a pas eu d'altération de la coquille, le poussin ne vit pas vraiment. Il a un potentiel qui ne s'exprimera que lorsqu'il sort. Mais il sort grâce au fait que l'autre vient briser sa certitude, vient briser son idée toute faite du monde, qui lui laisse croire qu'il est le seul à avoir raison dans un monde qui lui ressemble. Mais du coup, on ne progresse jamais. On est dans un monde clos qui nous enferme. Le cocon, il est nécessaire à la préparation, mais à un moment donné, il doit être brisé pour l'épanouissement. Mais brisé pour apporter un bien, pas brisé pour enlever la liberté. C'est donc dans cette confrontation, dans ce vivre ensemble, dans cette rencontre que l'homme arrive à sa propre liberté. Ce n'est pas par le couple qui perd une liberté, au contraire, c'est par le couple, la rencontre, l'union avec l'autre qu'il va aller vers sa liberté, c'est-à-dire qu'il va briser les chaînes du cocon dans lequel il est naturellement renfermé pour aller au-delà de ses idées, au-delà de ce qu'il est lui-même. Le texte biblique nous le suggère, mais il faut le relire de manière attentive. Lorsque, à la fin du 2e chapitre de la Genèse, on nous dit « Dieu crée l'homme et la femme, et il les fait se rencontrer. » Le texte est le suivant. L'homme dit « Celle-ci maintenant est un os de mes os, une chair de ma chair. Celle-ci sera appelée Isha, car de l'homme. Ish
celle-ci fut prise. C'est pourquoi l'homme abandonnera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils seront une seule chair. Mais quoi parle-t-on? Ish? Isha? Mais Adam, on sait déjà qu'il s'appelle Adam. Ève, on ne sait pas encore qu'elle va s'appeler Ève. C'est un peu plus tard. Mais Adam, il s'appelle Adam, pourquoi l'appeler Ish? Mais si Adam reste Adam et Chava reste Chava, ils n'ont rien en commun. Ce sont deux êtres complètement distingués, ils ne peuvent pas se rencontrer. L'un n'a rien à voir avec l'autre. L'un est lié à la matière d'après son nom, Adam, qui vient de Adama, la terre. Chava est lié à la vie, mais ce n'est pas la terre, la vie. Ce sont deux entités complètement séparées. Pour qu'ils puissent se rencontrer, il faut qu'ils deviennent Ish et Isha. C'est-à-dire qu'ils aient une partie de patrimoine en commun. Les deux lettres Aleph et Shin qui donnent Esh, qui donnent le feu, comme l'explique le Pirkei de Rabbi Eliezer, et que chacun, en plus de ce patrimoine commun, Esh et Esh, est une lettre de Dieu, le Yud qui donne Ish pour l'homme, le E qui donne Isha pour la femme. Mais ces deux lettres sont des lettres créatrices, ce sont les deux lettres du nom de Dieu qui est utilisé au moment de la création. Donc on comprend bien que pour qu'il y ait rencontre, il faut qu'il y ait de l'être en commun, ce feu, cette dynamique, cette vigueur, qui fait qu'il y aura de l'énergie, mais il faut qu'il y ait un paramètre complémentaire. Ce Yud qui donne la spécificité à l'homme, et ce E qui va lui donner sa dimension divine également à la femme. Ils ont donc bien deux personnalités différentes. Et dans le couple, il ne faut pas qu'ils soient fondus, parce que s'ils sont fondus, s'ils enlèvent le Yud et le He, on retrouve Esh, deux feux qui s'entre-dévorent. On n'a rien gagné. Si l'homme est en totale adéquation avec la femme, ils ont les mêmes idées, les mêmes goûts, les mêmes pensées, aucun intérêt d'être à deux. Je me regarde dans la glace, je fais des économies et c'est plus simple. Mais si je n'ai rien en commun, si je reste Adam et Chava, que j'ai rien en commun l'un avec l'autre, je ne peux pas communiquer, je ne suis pas en relation, je ne peux pas dialoguer. Il faut donc qu'il y ait de l'être en commun, des valeurs communes, des valeurs partagées, mais en même temps que chacun amène sa personnalité, son patrimoine, sa richesse dans la relation pour que la rencontre puisse se faire. Ça, c'était les trois paramètres du pilier de la Torah. Le pilier de la Avoda, a priori, est un peu surprenant. La Avoda, c'est le culte, le service dans le temple. C'est l'organisation du temple de Jérusalem. Mais en même temps, il y a là non seulement la dimension d'organisation, mais il y a là aussi le point d'ancrage qui va permettre la relation avec Dieu, puisque c'est un service matériel qui doit nous connecter à la spiritualité. Donc nous allons décliner ce service, cette avoda, en trois sous-piliers que nous allons examiner maintenant, qui sont, ramenons ça au couple, d'abord l'accord entre les deux partenaires sur le mode de vie juive, parce que sinon il n'y a pas de service, parce que c'est la désorganisation. Ensuite, le dépassement de la confrontation des cultures familiales. Et enfin, la sanctification de la vie domestique. Premier élément. La vie juive est essentiellement transmission de valeurs. On apprend pour enseigner. On apprend pour soi, mais on apprend aussi pour transmettre. On ne peut pas se suffire de savoir et de devenir un érudit, ça ne sert à rien. Il y a cette dimension de transmission, mais pour qu'il puisse y avoir transmission dans le couple, il faut qu'il y ait un accord, il faut qu'il y ait dialogue, il faut qu'il y ait échange, il faut qu'il y ait décision partagée sur ce qu'on va décider de transmettre aux enfants, sur ce qu'on va décider qui va être la base du judaïsme vécu dans notre foyer. Peu importe le niveau de pratique ici. L'important, c'est qu'il y ait un accord, qu'il n'y ait pas un qui impose à l'autre, parce que sinon la transmission se fait mal. Vaut mieux inscrire une progression dans le temps, plutôt que de faire passer quelqu'un d'un extrême à un autre, alors qu'il ne va pas
l'assimiler, il va le vivre comme une contrainte, et à la première confrontation, à la première dispute, c'est la vie juive qui est brisée. Parce que c'était juste par soumission, par acceptation, pour avoir la tranquillité, parce que, admettons, ça lui faisait plaisir, mais est-ce que ça me fait plaisir à moi? Or, si ça ne me fait pas plaisir, si je ne fais les choses que pour faire plaisir à l'autre, à un moment donné, j'envoie tout balader parce que je n'ai pas envie de lui faire plaisir 24 heures sur 24, 365 jours sur 365 pendant 60 ans. Donc forcément, il y a un moment où ça craque, et ce n'est pas grave, et on y reviendra. Mais en même temps, ça veut dire qu'il doit y avoir là un échange nécessaire, une union qui se fait aussi dans les choix éducatifs, choix de vie juive, choix de tous les instants, échange, études partagées, progression partagée, de manière à ce que chacun ensuite évolue en fonction de sa personnalité. Mais si on ne marche pas dans le même sens, on risque de ne pas se rencontrer. Si l'un court alors que l'autre est à la traîne, on risque de se perdre en route aussi. Il faut savoir marcher avec l'autre. Les uns vont marcher un peu plus vite, les autres un peu moins vite. Et puis la fois d'après, ça va être l'inverse. Parce que ce n'est pas monolithique, ce n'est pas défini une fois pour toutes. Mais en même temps, s'il n'y a pas en permanence de dialogue en se disant « moi je suis là où tu en es toi de ta progression », et est-ce qu'on a encore le dialogue, on risque de se perdre et le couple ne pourra pas durer. Parce que, en se perdant, on va aussi générer un conflit dans la transmission avec les enfants. Et les enfants vont se retrouver assis entre deux chaises. Faut-il faire comme papa? Faut-il faire comme maman? Ou faut-il faire rien du tout parce qu'on en a marre des deux qui se disputent? Faut-il choisir une troisième voie? Il y a là la nécessité d'un partage pour que la avoda, le service qu'on est en train de faire, l'organisation de la famille qu'on est en train de construire, soit le plus cohérente possible. La cohérence parfaite n'existe pas. Ne soyons pas utopistes. Mais essayons d'éviter le grand écart. C'est inconfortable au long cours. On peut faire un écart dans un sens, un écart dans l'autre, à un moment ou un autre, mais il ne faut pas se perdre de vue. Le deuxième élément qui est tout proche de celui-là, c'est ce qu'on appelle le choc des cultures. Je ne suis pas en train de faire de la théorie politique entre les civilisations, mais en même temps, le choc des cultures dans la famille ne se passe pas dans le bureau, il se passe dans la cuisine, il se passe dans la salle de bain, il se passe dans toutes les pièces communes. On n'a pas la même manière de faire. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été élevé dans les mêmes familles. Et ce qui est une vérité chez moi n'est pas forcément une vérité chez l'autre. C'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est différent. Si dans ce choc des cultures, dans cette rencontre permanente, dans la manière de ranger le linge, de repasser, d'utiliser le tube de dentifrice, on a des manières différentes, et bien c'est pas grave. Il n'y a pas de décret divin ou de décret humain qui décide que ça, c'est la bonne voie et ça, c'est la mauvaise voie. Il y a une manière de faire qui a sa logique, qui a son histoire, et puis qui a son ancrage affectif chez nous. Donc ça ne sert à rien de convaincre l'autre que la manière qu'il a, lui, est moins bonne que la mienne. Ce qui est important, c'est de comprendre que ma manière, elle a un sens, elle a une justification, et la sienne aussi. Et ce choc des cultures doit aller vers un respect de la manière différente qu'a l'autre de faire. Pour les sociologues, il y a 3 attitudes face à ces conflits. La première, c'est écouter son partenaire lorsqu'il proteste pour quelque chose qu'on lui aurait imposé et en prendre conscience et ne peut-être pas continuer à lui imposer. Entendre que pour lui, c'est une épreuve d'avoir à faire comme moi j'ai envie de faire, parce que j'ai toujours fait comme ça, parce que mon père et ma mère faisaient comme ça, et mes arrière-grands-pères, etc. Deuxième manière de faire,
c'est d'accepter que son partenaire ne fasse pas comme soi, sans lui demander de se soumettre à son système de préférence. Parce qu'il a le droit d'avoir un système différent. C'est à nous d'accepter et de tolérer qu'il fasse différemment. Troisième approche, c'est d'élaborer à deux un projet commun et d'essayer de déplacer la problématique sur autre chose qu'on n'a peut-être pas l'habitude de faire et qu'on va décider ensemble de faire autrement pour essayer de faire en sorte que ces chocs qui ont l'air de rien du tout, mais qui peuvent empoisonner la vie au quotidien, soient dépassés, soient dédramatisés, parce que franchement, ça n'a pas beaucoup d'importance. Quelle est la valeur rationnelle de ces habitudes? Aucune. Ce sont des habitudes. C'est un attachement affectif. Mais en même temps, ce n'est pas une valeur fondamentale dans le couple. Il faut toujours se souvenir, dans ce cadre-là, de l'enseignement de Rabbi Eliezer, toujours dans les Pirkei Avot, que l'honneur de ton prochain te soit aussi précieux que le tien. Le prochain, ça peut être la femme, ça peut être le mari. Ça veut dire qu'il n'est pas toujours judicieux d'avoir raison. Il faut parfois accepter d'avoir tort, c'est-à-dire de reconnaître que l'autre peut avoir raison, ou de lui laisser avoir raison si on pense que d'affirmer sa certitude, ça va rompre notre relation. Vaut mieux parfois accepter d'avoir tort plutôt que de faire honte à l'autre en voulant lui imposer « c'est moi qui gagne ». On ne gagne rien. On gagne d'être responsable de la rupture. C'est tout ce qu'on a gagné. Alors que si on accepte d'avoir tort de temps en temps, même si on est persuadé intérieurement d'avoir raison, on lui sauve la face. Et ça vaut plus que de fait d'avoir tort ou raison. C'est d'avoir respecté le kavod, l'honneur, le visage, la personnalité de son partenaire. C'est valable vis-à-vis du prochain, à plus forte raison dans la notion, dans le couple. Troisième dimension dans cette avoda, ce que j'ai appelé la sanctification du quotidien. C'est là aussi une source, souvent, de conflit, qui est de considérer que dans la vie quotidienne, il y a des tâches subalternes. Et comment moi, avec tout mon kavod, toute ma grandeur, toute mon intelligence, tout mon savoir, je vais m'abaisser à des tâches subalternes? Mais non, ce n'est pas digne de moi, pas possible. Vaut mieux que quelqu'un d'autre le fasse. Je ne veux même pas savoir qui va le faire, parce que sinon ce serait plus dérangeant, mais laissons ça à d'autres. Or, transposons dans la vie juive. Toujours les Pirkei Avot nous disent Lo hamidrash haikar el ha'maaseh. Ce n'est pas l'étude qui est l'essentiel, c'est l'action. Or, si on y réfléchit bien, la plupart des petites tâches qu'on considère subalternes, elles le sont parce qu'on n'a pas vu la Kedusha qu'il y avait dedans. Mais lorsqu'il s'agit de passer la serpillière à 11h du soir, le jeudi soir, pour préparer Shabbat, c'est une tâche subalterne ou c'est une mitzvah de préparer le Shabbat? Si c'est une mitzvah d'avoir une belle maison propre, alors au contraire, on devrait courir. C'est pas facile. On devrait courir pour ne pas laisser cet honneur-là à quelqu'un d'autre. Mais c'est la mitzvah, je veux la faire. Bien sûr, à 11h, minuit, on est bien fatigué, on n'a plus envie de la faire. Mais en même temps, ça fait partie de la préparation de la maison pour Shabbat. Comment on va, demain, faire en sorte que la maison soit en fête alors qu'on aura un parterre immonde? Simplement ça, on va dire. Et moi, je ne vais pas gagner cette mitzvah-là, ce commandement qui m'invite à préparer Shabbat. C'est quoi préparer Shabbat? C'est juste préparer la paracha. Juste lire quelques commentaires pour avoir l'air important devant mes enfants et ma femme à la table de Shabbat, mais le parterre, il est sale? Non, c'est l'un et l'autre. C'est pas l'un sans l'autre. Et si j'ai l'opportunité de faire cette mitzvah,
tâches de la vie quotidienne, mais c'est valable pour sortir la poubelle, c'est valable pour faire la vaisselle, pour que l'évier ne soit pas envahi par la vaisselle de préparation de Shabbat. Ma femme, elle a la chance de faire la cuisine parce qu'elle sait mieux cuisiner. Et moi, je ne vais pas faire la vaisselle pour l'aider. Si c'est moi qui sais mieux cuisiner, alors je vais peut-être la faire et elle fera la vaisselle. Peu importe la répartition des rôles. Peut être dans un sens ou dans l'autre. Mais l'important, c'est de comprendre. Même si c'est difficile, même si ça va à l'encontre de ce que l'on pense spontanément, que ça fait partie de la mitzvah. Et il y a des mitzvahs qui sont plus difficiles à faire que d'autres. Et c'est jamais facile de passer la serpillière à 11h du soir. Mais en même temps, ça fait partie de la même mitzvah. C'est aussi ça la sanctification du quotidien. Ce qui fait qu'on ne garde pas les tâches nobles pour nous et les tâches moins nobles pour l'autre. Et ça peut être dans un sens, ça peut être dans l'autre, bien évidemment, parce que c'est complètement réversible. Tout ça nécessite du travail sur soi, parce que ce n'est pas évident, ça ne va pas de soi, et que bien souvent on a été éduqués dans nos familles respectives avec d'autres modèles. Et donc il faut se dépasser, aller et comprendre que le mariage, c'est peut-être pas justement un arrangement intéressant. Et c'est là qu'on va arriver au troisième pilier. C'est quoi ce pilier de Gmilut Chasadim, de la bienfaisance? Qu'est-ce que ça vient faire dans le mariage, cette histoire-là? Déjà, la Avoda, ce n'était pas évident, mais Gmilut Chasadim, qu'est-ce que ça vient faire là? Gmilut Chasadim, c'est transformer dans un mode de comportement le souci de l'autre. Je vais lui donner de l'argent s'il est pauvre, je vais aller le visiter s'il est malade. Au pire, je vais aller m'occuper de son enterrement s'il n'est plus de ce monde. C'est donner à l'autre sans attendre qu'il nous rende. Le pauvre, il ne va pas me rendre quelque chose. Il va peut-être me donner un peu de considération parce que je vais avoir l'impression d'avoir fait une bonne action en lui donnant quelque chose. Mais en réalité, il ne me rend pas grand-chose, je me donne à moi-même. Comment ces éléments-là, qui sont là pour faire en sorte que dans ma relation à l'autre, je sois dans une relation de générosité, je vais pouvoir construire un couple durable. 3 sous-parties encore. Première partie, le respect de l'être de l'autre. Deuxième, le respect du corps de l'autre. Et troisième dimension, le don dans le couple. Le respect de l'être de l'autre, c'est de considérer que si je suis dans une relation de couple, le respect devrait aller de soi. Mais ce n'est pas si simple. Ce n'est pas parce qu'on aime l'autre qu'on a épousé qu'on le respecte forcément. Parce qu'il y a des moments difficiles dans la vie. Et qu'on risque, pour une contrariété, d'oublier l'amour qu'on avait pour lui, et du coup nous mettre dans une situation de manque de respect. On le voit, ça mène souvent à des divorces. Mais ça passe par la grossièreté, des insultes. Au pire, Dieu nous en préserve, de la violence. Mais ça commence par les mots, pas forcément par les gestes. Le fait d'avoir simplement une remarque désobligeante vis-à-vis de l'autre, ça lui manquait de respect. Mais pourquoi? Il est quoi dans ce couple? Il n'est pas à mon service. Il est là pour une histoire à construire avec moi. Je le respecte, il me respecte. C'est en se respectant mutuellement, y compris dans la cuisine, dans la salle de bain, dans les endroits les plus intimes, c'est en le respectant en permanence que j'ai en face de moi un vrai partenaire qui a quelque chose à m'apporter. Mais si je le dénigre, si je l'insulte, si je l'humilie, j'ai quoi face à moi? Un être atteint, et il va m'apporter quoi? Qu'est-ce que je fais vis-à-vis de lui? Je fais un abus de pouvoir? Je ne suis plus dans une relation qui peut durer. Je suis dans une relation qui se brise en permanence. Parce que le minimum du respect que j'aurai forcément vis-à-vis de quelqu'un que je craindrais, je ne l'ai pas vis-à-vis de lui. Ce n'est pas parce que je ne le crains pas parce qu'il ne faut pas avoir peur de son partenaire qu'il ne faut pas le respecter. Le respect doit être au-delà de la crainte ou au-delà de la timidité qu'on peut avoir de l'autre. C'est une base indispensable. Sinon, je ne suis pas là pour lui faire du bien. Je suis là pour me faire du bien.
mais je suis dans une relation égocentrique, narcissique, je ne fais rien. Qu'il soit en rapport avec l'autre, j'utilise l'autre. Mais c'est plus le respecter, l'utiliser. Or, j'oublie que l'autre, comme moi, il est fait à l'image d'Akadosh Baruch Hu, il est fait à l'image de Dieu. Ce n'est pas un être inférieur, c'est un être à part entière qui a autant d'humanité que moi, autant de potentiel de spiritualité que moi, parce qu'il est fait à l'image de Dieu comme n'importe quel être humain, quel qu'il soit, ni plus ni moins. Mais là aussi, c'est quelque chose qui se construit. Et ce n'est pas parce qu'on a dérapé une fois qu'on ne peut rien réparer. Parce que la confrontation, elle est normale. La vie d'un couple n'est pas un long fleuve tranquille. Mais ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce que la dispute, la crise, permet de se dépasser, permet de comprendre qu'on a dérapé, que notre relation instinctive n'était pas la bonne. Une parole nous a échappé. Un instant de folie. Et alors, on ne peut pas se rattraper? C'est un moment qui doit nous permettre la différence d'opinion, la confrontation doit nous permettre de nous dépasser et de prendre conscience des problèmes que nous n'avons pas réglés par rapport à nous-mêmes, dans nos qualités. Il y a un travail qui doit se faire. L'homme n'est pas parfait, c'est un être qui doit se construire. Il se construit dans la confrontation. L'échec, le ratage, n'est pas une fin en soi, sauf si je suis dans un mariage à l'essai. J'ai essayé, ça a raté au bout de 15 jours, j'arrête, je divorce. Au bout de 15 jours, ça risque d'arriver, qu'on se dispute, qu'on ne soit pas d'accord, qu'il y ait une petite contrariété, pas forcément une grande dispute violente. Mais je n'ai pas assez pris de considération de mon partenaire. Bah oui, ça arrive, parce qu'on n'a pas l'habitude de vivre à plusieurs. Donc il peut arriver que dans son égoïsme naturel, on oublie la personne de l'autre et on oublie que l'autre est une personne à part entière. Alors on néglige un peu et ça provoque une dispute. Et alors, le monde ne s'arrête pas. On est là pour se perfectionner. On a toute la vie pour s'améliorer, toute la vie pour rattraper les erreurs qui viennent de notre impulsivité animale pour faire en sorte qu'on doit devenir des hommes. On a un potentiel d'animalité en nous qu'on doit arriver à diriger vers une voie positive. Mais ça se construit, ça se travaille. La dispute doit être un point d'amélioration pour aller vers un demain qui soit meilleur. Mais ça passe aussi par le respect du corps de l'autre. Le corps de l'autre ne nous appartient pas, même dans les moments les plus intimes. C'est quelque chose qui continue à appartenir à l'autre. Il y a une manière de faire, une manière de se comporter, tout en étant dans une fusion intime, mais en respectant l'être de l'autre, en n'oubliant jamais qu'on a en face de nous un partenaire qui peut aimer ou ne pas aimer ce qu'on a envie de faire ou pas faire. On ne doit jamais être dans la contrainte. Il y a des règles très précises que je ne vais pas développer ici ce soir, mais très précises au niveau de la loi juive qui permettent de réguler le débordement pulsionnel de l'individu pour que justement l'autre ne devienne à aucun moment un objet, ni à regarder, ni à manipuler, ni à déprécier. Là aussi, le respect s'impose pour que la relation soit une relation de personne. On n'a pas acheté une femme, et une femme n'a pas acheté un mari au marché. On a décidé de vivre une partie de notre vie ensemble pour construire un projet commun. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Parfois, on risque de l'oublier. C'est pour ça qu'il faut en permanence avoir de la vigilance sur ce point-là. Dernier élément de ce pilier-là, le don dans le couple. C'est quoi le don dans le couple? C'est pas faire des cadeaux. C'est bien aussi, on ne va pas s'en priver. Ce n'est pas l'essentiel. N'oubliez pas d'en faire. C'est important. Mais en même temps, on ne se marie pas pour avoir des avantages.
Ah ben c'est bien, pour un homme surtout, il va avoir quelqu'un qui va lui faire la cuisine un peu mieux que lui. Souvent, il y a des chefs masculins, je le sais. Il va avoir une maison plus organisée, parce que c'est souvent un peu plus foutoir chez nous. Mais c'est pas pour ça qu'on se marie. Ça, c'est des avantages de sécurité domestique, sentimentale. On se marie pour donner. On se marie pour donner ce qu'on a, pour échanger, pour partager ce que l'on a. Parce que c'est en donnant qu'on gagne. Non pas parce qu'on va recevoir en retour, n'attendons pas en retour. Il ne faut jamais se mettre dans cette idée que je donne et que je vais avoir un retour sur investissement. C'est le meilleur moyen pour être déçu toute sa vie. On donne pour avoir le plaisir de donner, pour donner et partager ce qu'on a de plus cher à nous. On donne de la valeur, on donne de la considération, on donne de l'affection, on donne du sentiment d'exister pour quelqu'un. Et ça, c'est irremplaçable, parce que ça, c'est ce qui permet d'être pleinement humain, d'être reconnu par quelqu'un de très proche, comme étant une personne particulière. C'est irremplaçable. Pendant toute notre jeunesse, on existe pour nos parents. Mais en grandissant, on existe un peu moins pour nos parents, parce que nos parents ne vont pas arriver à considérer la totalité de notre potentiel qui s'exprime. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dans le schéma mental de l'enfant. Or, en étant adulte, on va développer d'autres potentiels qu'on n'a pas exprimés dans notre enfance. Pour ça, on a besoin d'un partenaire très proche, qui nous garantit de la sécurité pour pouvoir exprimer notre potentiel. Ça veut dire qu'on a besoin, un besoin humain, typiquement humain, d'exister pour quelqu'un de manière positive, en se sentant estimé et considéré. Et donner cette estime, donner cette considération, c'est permettre à l'autre d'être ce qu'il est. Ça ne veut pas dire lui donner des cadeaux. Ça ne veut pas dire faire ses louanges en permanence, parce qu'au bout d'un moment, on se lasse, même des louanges, parce qu'elles sonnent faux, si elles sont trop nombreuses. Ça veut dire simplement avoir à cœur de montrer qu'à tout moment, l'autre compte pour nous, quels que soient nos choix, quelles que soient nos décisions, quels que soient nos projets, nos entreprises, l'autre compte pour nous, il a un sens, il a une valeur qui est irremplaçable. Son avis compte plus que les autres. Quel que soit son conseil, qu'il soit bon ou pas bon, mais sa reconnaissance compte pour nous et ça nous permet en réalité de nous régénérer. Il ne s'agit pas de se sacrifier pour l'autre. Le sacrifice ne mène à rien parce que lorsque le sacrifice est trop important, il ne peut jamais être rendu à l'équivalent dans l'autre sens. Donc il ne s'agit pas de se sacrifier, il s'agit d'exister pour l'autre, de faire en sorte qu'on continue à se développer et à exister pour l'autre, parce que si je me sacrifie, je n'existerai plus. Or ce qui compte, c'est mon être face au sien et le sien face au mien, parce que c'est dans cette confrontation qu'on avance ensemble, qu'on se construit, qu'en permanence on est dans une démarche de progression et d'expression d'une nouvelle facette de notre identité. On a là brossé, rapidement, forcément, 9 piliers fondamentaux. Les uns sont plus du côté de la sphère de la Torah, puisqu'il s'agissait de comprendre ce que c'était que la valeur du couple, la nécessité d'être à deux, et comment on rentrait dans la rencontre avec l'autre, en sortant un peu de soi-même, sans s'abandonner complètement. L'autre, il était dans le pilier de la avoda, du service, de ce qu'on fait ensemble, de l'organisation de notre monde ensemble. Le troisième, il était dans celui de la place de l'autre pour nous. Comment je laisse de la place à l'autre. Je voudrais rajouter un 10e et dernier élément, parce qu'il me semble fondamental pour que la relation dure. Ce 10e élément, c'est un peu
ce qui donne la consistance à l'ensemble, qui fait qu'on est ensemble, justement. C'est notre faculté à préserver l'étonnement que l'on peut avoir vis-à-vis de l'autre. Si on croit à un moment donné tout connaître de l'autre, alors il faut être persuadé qu'on se trompe. Parce qu'on ne connaît que l'être avec, dans le milieu familial. Et bien souvent, on ne connaît pas l'être avec professionnel, l'autre avec dans le transport en commun, et on ne connaît pas l'être seul de l'individu. On peut connaître ses goûts, c'est bien, pour essayer d'éviter de tomber à côté. On peut essayer de connaître ses idées, c'est bien pour l'échange, pour prendre des décisions en commun. On peut essayer de connaître ses valeurs, mais on ne connaît jamais totalement l'autre. On connaît ce qu'il nous donne à voir, on le connaît dans des situations banales de la vie quotidienne, mais si on était dans une situation d'exception, peut-être que son comportement serait complètement différent. On le voit, dans les temps de guerre, il y a des hommes simples qui deviennent des héros et qui redeviennent des hommes simples juste après. Et personne ne sait ce qu'ils étaient, en quoi ils étaient héros pendant la période de guerre. Pourquoi? Parce que la situation fait qu'ils expriment une partie de leur personnalité à ce moment-là, mais que l'occasion fait que le reste du temps, cette partie de personnalité n'est pas exprimée. Donc il faut garder cette faculté qui nous a permis au départ la rencontre, c'est d'être intéressé par l'autre, se dire que l'autre, il a plus de choses à nous apprendre que ce qu'il nous a déjà appris sur son être propre, sur son être profond, sur l'originalité et l'étendue de son potentiel. Si on arrive à maintenir, à entretenir cette relation en se disant « je connais plein de choses, mais pas tout », alors je reste curieux de l'autre. Alors on inscrit tout ce qu'on a vu avant dans une forme de durée. On se donne la possibilité de préserver ce qui nous préoccupait tout à l'heure, c'est-à-dire d'être libres, c'est-à-dire des individus qui ont des personnalités tout en étant ensemble. Parce que d'une certaine façon, on a quand même des temps en soi. Ça peut être des temps de lecture, des temps de rêverie, des temps d'étude, où on est seul avec soi-même. Et on a un être avec et un être seul. Mais là où il faut veiller, c'est que l'être seul doit être un moment pour se reconstruire, pour l'être avec. Parce que si c'est l'être seul qui est la valeur suprême, alors l'être avec va se briser, tôt ou tard, parce qu'on est encore dans un mariage à l'essai. Il faut savoir que c'est la primeur de l'être avec. Pourquoi? Parce que c'est à cette condition, en étant à deux, ensemble, et plus tard dans une famille qui s'agrandit, qu'on est en mesure d'être des vrais partenaires d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on constitue un monde en soi, une entité irremplaçable qui nous permet d'être interlocuteurs de Dieu. Sans ça, on n'est qu'un être esseulé qui, à un moment donné, a peut-être fait l'expérience. Alors cette expérience, si elle a duré suffisamment longtemps, elle va nous nourrir pendant un temps important. Mais elle risque de nous laisser dans une précarité et de nous mettre dans une situation où on n'est pas pleinement homme pour être en relation avec Dieu. C'est en disposant ces réflexions, en les mettant en œuvre dans le quotidien, qu'on a des chances d'avoir une union qui dure dans le temps. Merci. Bien sûr, si vous avez des questions, on peut échanger encore quelques minutes. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir des questions tout de suite. J'ai une question. À un moment, tu as parlé de transmission, que le couple avait un rôle de transmission, et que pour que cette transmission se passe correctement et se passe bien, il fallait qu'il y ait un accord dans le couple. Alors, est-ce qu'on fait des situations qu'on voit régulièrement, où on voit des enfants qui semblent évoluer dans le bon sens, je parle de la vie juive, alors que les parents ne sont pas du tout dans cette vie juive. On voit de plus en plus. Est-ce que c'est un échec de la transmission, ou est-ce que la transmission a été mieux faite peut-être par d'autres, par les enseignants ou par
Par des reins, ou par des amis, ou par des... Regardez, il y a dans la transmission deux niveaux essentiels. Il y a ce qu'on dit, ce qu'on recommande, donc ce que l'on va transmettre de manière active, mais ce n'est pas forcément ce qui va durer le plus. Et il y a les valeurs qu'on transmet de manière passive, en existant, en faisant des petites choses anodines pour nous et qui vont germer et devenir des choses importantes pour nos enfants par la suite. Il ne faut jamais oublier que c'est cette transmission passive, cette manière d'être père et mère qui constitue le vrai terreau de construction. Le verbal, c'est ce qui accompagne cette transmission-là. Et c'est nécessaire, et c'est bien. Mais si jamais le verbal ne se fait pas, alors il y a bien souvent dans le terreau familial un potentiel dont on n'a pas toujours conscience, qui peut nous sembler être simplement une tradition familiale et qui est quelque chose sur lequel les enfants vont s'appuyer pour développer leur potentiel. Ensuite, n'oublions pas une chose essentielle. Nous sommes à l'amorce du développement de nos enfants. Ils deviennent ce qu'ils se feront eux-mêmes. On n'est plus à croire aujourd'hui qu'on est des potiers à faire des beaux vases. On malaxe la terre, on y met plein de choses, de la couleur, du parfum, de la forme, mais c'est eux qui font le vase. Nous, on leur donne les ingrédients. On essaye de leur donner les meilleurs ingrédients, ceux qui nous semblent à nous avec les meilleures valeurs, mais ce sont eux qui construisent. Nous, on transmet un patrimoine et un potentiel, mais certains ne le développeront pas, d'autres le développeront. On essaye au mieux de leur donner le goût et l'envie de développer ce qu'on leur transmet. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas transmettre de manière verbale, mais il ne faut jamais oublier que si le verbal n'est pas en accord avec nos actes, alors là, il faut parfois mieux se taire que de parler. Mais si on parle et que notre parole vient accompagner nos gestes, alors là, on est dans une bonne situation de transmission. Bon, je voulais simplement vous dire que donc, vous pouvez maintenant acheter les livres et avoir une dédicace, mais également vous inscrire au prochain cours. Donc, le tarif, c'est une conférence pour 10 € et les 4 pour 35 €. Voilà, ça va se passer de ce côté-là. Merci à tous. Merci à vous. JPod, le podcast de la communauté juive. Les nouveaux cours de Rav, accessibles gratuitement sur le site jpod.fr et sur iTunes chaque semaine. Paracha de la semaine, règles de Torah, fêtes juives, cours de pensée juive. jpod.fr, le premier bêta midrash online.